Money shot, je parle de ça tout le temps ici. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Eh bien avec François Thorel, on va voir que c'est pas si évident que ça. Salut. Ça fait longtemps, hein. J'étais juste caché en dessous de mon bureau, hein. Je savais pas trop quoi faire ces derniers mois, et je me suis dit tiens, est-ce que je dormirais pas en dessous de ce meuble pendant quelques temps, et ma foi c'était pas si mal. Déjà un grand merci pour votre retour sur la vidéo sur les animaux avec Manon. C'est le genre de sujet un peu où on sait pas trop où on va mettre les pieds, vos retours sont géniaux, je sais que vous avez passé un bon moment et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et oui, depuis je sais, plus signe de vie sur la chaîne, sur les réseaux, un peu partout, j'ai disparu. Plein d'emmerdes perso, plein de boulot à faire. Déjà on a déménagé avec Nexus 6 et avec la boîte de production, donc en fait ça m'a demandé de faire pas mal de travaux. Il a fallu péter le sol, peindre les murs, faire de l'enduit, on a fait du fond vert, enfin plein de trucs. Nexus 6 je travaille activement aussi sur le making of. C'est un Tetris au montage. J'ai aussi chopé pas mal de skills en cable management, notamment pour ce bureau. Regardez, c'est incroyable, hein. Je suis vraiment complètement coupé, ce qui est horrible. J'ai une position à peu près agréable, c'est celle-ci. Voilà. Non, là, on me coupe les cheveux, ça ne va pas, je remonte, et... yes. Pour les plus curieux, ceux qui ont envie de connaître l'envers du décor, Instagram c'est un endroit où vraiment pour moi c'est un exutoire, je m'éclate, je prends mon iPhone, je fais un peu plein de conneries, et je vais le faire pour le bureau, comme ça vous allez découvrir un peu l'envers du décor. Et cette vidéo là j'avais vraiment envie de vous la montrer, tout simplement parce qu'elle remet les bases en fait, et François Thorel c'est une encyclopédie vivante, donc il n'y avait pas mieux que lui. Ah oui, et pendant la vidéo, il y a un jeu que j'ai préparé, auquel vous pouvez participer. Je n'ai aucune idée de ce que va être le quiz. Il n'y a pas de quiz, c'est vraiment un jeu. Je sais pas, il n'y a pas d'histoire de quiz là. Faut sortir ça de sa tête, on fait un jeu. Bienvenue dans le jeu, toujours dans le jeu, on est dans le jeu, c'est bien le... Quoi? En gros, je vous décris une scène iconique d'un film avec une phrase un peu alambiquée dont j'ai le secret, vous commencez à me connaître. Un insecte embrasse la tête en bas sa voisine. Là où vous dites un insecte, une araignée, tiens, c'est Tobey Maguire qui embrasse Kristen Dunst, et vous me répondez Spider-Man 1 et vous aurez gagné le jeu. C'est tout simple. Mais pas tant que ça, il y a quand même des phrases très très alambiquées, vous verrez. Un film parfois peut se résumer en un seul plan, et c'est tout le concept du money shot, bim bam boum, c'est le concept de la vidéo, et puis ça se répond dans le jeu, c'est incroyable. Mais avant ça... cette vidéo est sponsorisée par Displate. Et vous commencez à savoir ce que c'est, Displate. Mais c'est pas grave, on va quand même le dire quand même. Vous voulez une déco qui sonne bien avec votre intérieur? Displate, c'est un immense choix de posters en métal à fixer au mur avec un aimant. Tu colles un sticker, sur le sticker, tu colles l'aimant, il y a ces gros carrés qui sont bleus comme dans le fond des piscines, vous voyez. Et sur l'aimant, tu viens fixer tout simplement ton poster en métal. Du coup, tu peux l'échanger facilement, je suis sûr que tu avais compris. Et sur le site, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ciné, gaming, football, groupe de métal. Moi, j'ai choisi un burger en vue décomposée, des formations professionnelles. Et maintenant, avec la gamme Textra, tu peux aussi personnaliser les brillances pour donner un effet de relief 3D comme ça. Je sais pas si c'est cool ou fun l'un ou l'autre. Au milieu, c'est brillant, incroyable, quelle technologie de fou. Et si tu passes par le lien juste au-dessous là, ou avec le code SLEXNO, c'est moins 42%. C'est la plus grosse ristourne de 2024, tout simplement parce que ce mois-ci, c'est le Displate Birthday. Utilisez bien ce lien, comme ça me sert à moi pour créer des vidéos, forcément, lui ils se disent oulala, mais SLEXNO est un vendeur hors pair de Displate. Très bien, nous allons continuer à travailler avec lui et nous allons le payer un peu plus cher. N'hésite pas, c'est tout. Pour emballer cette merde. Salut François. Salut Slexnan. Tu sais où est-ce qu'on est? Ouais, du coup... Voilà. Tout est un peu flou. C'est ça. Allez, ramène ta fraise, on est bien ici. Money shot, le terme money shot, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand ça existe? Si l'histoire de France était un scénario de film, les grands moments de cette histoire, qui sont peints sur des tableaux, comme le Sacrement, Napoléon par exemple, et en fait c'est un money shot quoi. Énormément de gens qui bossent dessus, ça prend énormément de temps à faire, c'est un moment exceptionnel, mais ça raconte un point clé qui est complètement magnifié quoi. C'est marrant de voir comme ça. Allez, on y va. Et après on fait un quiz. Non, un jeu, pas de quiz ici. Money shot, il y a monnaie dedans. Un money shot, ça peut être à la fois un plan qui a coûté cher ou un plan qui va rapporter de la thune. Mais qui a pas forcément coûté cher à faire, mais c'est le plan qui va créer le désir. En fait, le rôle du money shot, c'est créer le désir pour ramener les gens en salle. La manière dont le money shot a existé au fil de l'histoire du cinéma a vraiment changé au fil de l'évolution de l'industrie. Quand la télé est arrivée, il y avait besoin de faire oh merde, le cinéma va mourir. Le cinéma a commencé à mourir au moment où il était né. Il n'en finit pas de mourir, mais il est toujours vivant. Des films où t'avais juste des acteurs, il y avait 2-3 blagues, et puis l'idée c'était de donner envie par une situation comique qui va faire rigoler sur le moment. On balance derrière venez au cinéma, ça va être génial. Venez vivre l'aventure avec King Kong.
Dans les années 30, là, le concept de bande-annonce c'est vraiment beaucoup plus démocratisé au sens où on l'entend aujourd'hui, qui te balance des shots du film, t'as une voix off qui te dit c'est incroyable, la créature du lagon va attaquer machin. On parle toujours de ces premiers plans du train qui rentre dans la Ciotat, où les gens ont eu peur dans la salle, enfin ce genre d'histoire. D'aller en salle noire et de voir un truc qui se passe, bon, le cinéma était lui-même déjà quelque chose d'incroyable. Sauf qu'en fait, le cerveau humain, il se lasse très très vite, et puis à chaque fois, faut renouveler le truc, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Cela dit, le money shot peut ne pas être utilisé dans la campagne marketing. Il y a le parle bouche à oreille. Putain, dans ce film, il y a un moment où, 3 petits points. On cherche un film d'animation, le safari de l'aventure de l'existence. Indice? Le Roi Lion, mon gars. Est-ce que tu parlais du money shot où il brandit Simba? Exactement. Est-ce que c'est un money shot ou c'est un plan iconique? C'est le money shot du film, c'est ça, c'est ce dont on se souvient le plus, et finalement c'est tout au début. C'est ce qui illustre parfaitement le film. C'est l'affiche. On cherche un film de science-fiction de 1996. Explosion surgissant au travers d'une bâtisse qui n'est pas sombre. Indication? Dark City? Non. Ah putain, une explosion qui surgit au milieu d'une bâtisse lumineuse. Si elle est pas noire, elle est... Blanche? Elle est... Donc c'est... Oh putain, Independence Day. Ah yes! Vache. Ok. Je t'aide, hein. Je t'aide, Ah c'est ouais, plus ouais, drôle. ça c'est money shot absolu. Mais c'est comme Simba, mais là tu sais pourquoi ça a coûté cher. Et c'est placé pile en plein milieu. D'ailleurs, il y a aussi l'Empire State Building, il y en a 2-3 autres qui suivent qui sont quand même assez ouf. Celui-là a bien marqué parce que c'est tout simplement le président. Quand tu vois par exemple le dernier Spider-Man, le money shot, c'est pas les moments de spectaculaire. C'est quand t'as Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland qui sont en train de discuter sur un échafaudage. Mais en même temps, ça a coûté de la thune parce que c'est un mastodonte, mais c'est le salaire des acteurs du coup. Quand on recherche tout simplement c'est quoi un money shot sur Google, c'est un moment d'un film qui a demandé le plus de moyens de production, qui est souvent posé au climax de l'histoire. Les money shots de X-Men 2 sont au début. Oui, mais Star Wars aussi, qu'on réinvente à chaque fois ce que ça veut dire. Quand il y avait une évolution des technologies qui était plus facile à identifier pour le grand public, là le money shot était extrêmement lié aux nouvelles technologies du cinéma, particulièrement dans les années 80-90, les 2 décennies du money shot. Si je te dis money shot, le premier exemple qui te vient en tête c'est quoi? C'est Opération Espadon. Ah ouais? Je crois que t'allais dire Matrix. C'est ce que j'allais dire, mais depuis malheureusement on a un peu travaillé pour préparer cette émission. Ce qui le rend ultime, c'est que c'est le seul moment du film où ça se passe comme ça. Ça a été écrit pour que presque tout le film tourne autour de ce moment un peu incroyable. C'est ça. Ils ont pompé le bullet time de Matrix, et il y a des explosions de bagnoles et tout ça, et la caméra tourne autour avec des gens qui tombent au ralenti. On met du slow-mo, on met du sound design, on met des effets spéciaux, et en plus il y a un aspect chorégraphie super important. Ça esquisse exactement tout ce qui s'est passé dans la décennie qui a suivi, quoi. Et ce qui est bien dans ce plan de Opération Espadon, même si c'est un plan composité, il cumule le tout, quoi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, il n'y a pas des cuts ou des trucs comme ça, donc il est assez représentatif. Un peu comme le bullet time. Le plan qui a asséné une nouvelle technologie à la face des gens, et c'est le truc qui est entré dans l'histoire du cinéma, qui est devenu non plus un money shot mais un shot iconique. Mais Opération Espadon, ils ont essayé de recréer ça, et en fait c'est un film que tout le monde a oublié. Les seuls qui se souviennent d'Opération Espadon aujourd'hui, c'est pour un autre money shot, c'est les boobs de Alberi. 2012. Plateau tournant de 6 individus haut en couleur. Petite aide. Putain, alors celui-là, t'as pas un petit indice? C'est aussi un film d'action de super-héros. Ah, C'est Avengers, un plan où ça tourne à la fin autour de ça. Est-ce que c'est de la science-fiction, Avengers? J'ai dit science-fiction? Non, mais est-ce que c'en est? Me lance pas trop là-dessus parce que je vais pas me faire des avis. Moi je le conçois pas comme ça, j'ai plus l'impression de voir un cirque. Ouh là là, tu fais ton Scorsese. Un très beau cirque. Et d'ailleurs tout le monde s'est demandé, vu que ça tourne et tout, CGI machin, en plus tout le décor en CGI, est-ce qu'on les a vraiment amenés là le jour-là, tous en même temps? Eh bien la réponse est oui. Après je sais pas si Hulk était là, tu vois. Bah, mocap, du coup... Faut voir le making-of. On cherche un film de science-fiction. À la fin, la grande banderole de l'immense hall d'entrée chute. Petite astuce. Jurassic World. Exactement. À l'époque, ils vivaient sur la planète ou je sais pas quoi, c'est genre comme si c'était au passé. Et là, elle tombe et on voit le gros bazar qui hurle. Donc oui, c'est... Le gros bazar qui hurle. Ça résume tout. Il contient toute la tonalité du film aussi, Bah voilà. qui est censé faire peur, qui est premier degré, mais qui a un regard complètement second degré sur l'industrie. Il y a quand même le plan dans la nuit du T-Rex qui écrase les voitures. Et ça, c'est en vrai le vrai money shot. Pour la team premier degré, c'était Jurassic Park. Pour moi, Matrix, c'était le film que je suis allé voir parce que j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu des plans que j'avais jamais vus ailleurs, des techniques où je me disais mais comment c'est fait, et en fait je me prenais dans la tronche des images, on est sorti, on dit mais qu'est-ce qu'on a vu là, j'ai pas compris. Malheureusement, il est impossible de décrire la matrice.
Tu devras l'explorer toi-même. Même le titre, il était ultra complètement explosé avec prémisse des CGI un peu foufou qui marchaient bien parce que c'était un titre. Énormément de travail sur le sound design. Quand vous avez vu Matrix, c'est à ce moment que vous avez commencé à écouter du Rage? Bah bien sûr, bien sûr. C'est un équilibre un petit peu subtil entre quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, mais qui est quand même abordable pour le grand public. Parce que quand Avatar arrive en 2008, il a une aura. C'est le cheval de Troie de la 3D. C'est les premières créatures vivantes, numériques, humanoïdes, crédibles. Motion capture aussi. Les gens, même qui avaient aucune connaissance en matière de cinéma ou en termes d'effets spéciaux, pouvaient se dire, ok, c'est le film qui. L'expérience. Et là, le nouvel Avatar arrive, c'est un accomplissement technologique incroyable. Ça a tellement évolué depuis 14 ans et c'est le jour et la nuit quand tu compares. Mais ça n'empêche pas que la plupart des gens ont réagi négativement à la bande-annonce en se disant ouais, bon, c'est une version un peu améliorée du premier. Ouais, on va faire passer la caméra là, ici, et pas un train, nanana. Quand tu imagines tous les faux raccords numériques qu'il peut y avoir et tout ça, tu dis oui, enfin, il y a plus cette manière de fantasmer la nouveauté, si tu veux, qui accompagne la réelle nouveauté. T'es en train de dire que c'est la faute à Marvel. Non, c'est souvent la faute à Marvel. Attends, je suis en train de chercher pourquoi, mais j'ai envie de dire oui, en fait. On cherche un film de 1977, un film de science-fiction de 1977, mais c'est trop simple en fait. Dans l'espace, une sorte d'énorme Doritos passe au-dessus de nous et lâche au passage quelques flashs verts fluo. Anti-sèche. C'est la guerre des étoiles. Yes. En fait, là, tu parles de l'étoile noire qui pète la planète. Non, je parle du tout premier plan du film. Oui, donc l'énorme machin. Qu'ils ont essayé de recréer, d'ailleurs, c'est dans Obi-Wan Kenobi. Une espèce de poursuite lente avec le Star Destroyer. On cherche un film d'animation. Hélium et Charentaise. Vous n'êtes pas les bienvenus pour un indice. C'est la dure loi du quiz. C'est la dure loi du jeu. Là-haut. C'est quand la maison s'envole. Exact. C'est le moment où les ballons se gonflent les uns sur les autres, montent, parce qu'il est difficile de rendre un ballon transparent, parce qu'il y a 1 milliard de réflexions de lumière. Mais là, le truc qui était vraiment super compliqué, t'as la lumière qui passe dans un ballon rouge, qui répercute sur le ballon vert, qui machin, tout le mouvement des ballons, tout le mouvement des ficelles, c'est l'enfer sur Terre en fait. Aujourd'hui, on en vient à un point en fait de blast tel que on se dit ouais, encore un film extraordinaire. Tu vois une énième scène de destruction numérique complètement hallucinante, fait oui, la banalité de l'extraordinaire. Ce qui se passe quand une nouvelle technologie arrive, on tente de faire décoller un nouveau système, quoi qu'il arrive, en disant c'est génial, c'est incroyable. Moi j'ai l'impression que la 3D, donc elle a eu ses débuts un peu foireux, il y a plein d'exemples où c'était mal fait, tu vois The Rock là qui joue le scorpion. Ça c'est la Momie 2. C'est considéré comme l'effet spécial le plus mauvais de tous les temps. On a voulu tout de suite s'attaquer à des trucs trop lourds, essayer de faire des visages, des machins. Et en fait, on en revient aujourd'hui à se dire, bon, on va repartir vers des effets spéciaux pratiques. C'est exactement ce qu'on faisait dans les années 80 ou 90. Je pense les très jeunes, quand tu leur montres des films comme ça, comme Jurassic Park, ils restent tout autant émerveillés. On est obligé maintenant de dire, oui, il y a quand même des effets pratiques dans le film. Regardez The Mandalorian, il a une armure qui réfléchit. On n'aurait pas pu le faire s'il y avait un fond vert. Du coup, on a mis un vrai écran. Et voilà des plans pour vous montrer qu'on a tout fait. Gros goût, bébé Yoda. Regardez, on a utilisé une marionnette comme à l'origine dans Empire contre-attaque. Il y a énormément de plans où c'est une doublure CGI, mais qui est animée comme une marionnette, justement. On a atteint un tel degré de perfection qu'on est obligé de rétrograder, et c'est tout l'attrait aujourd'hui pour l'esthétique vintage. Et on revient aux années 80, on défonce l'image pour justement lui donner une patine et la rendre plus humaine. Fury Road, tu vois, qui utilise très bien les deux et qui sait qu'il y en a des effets spéciaux. Mais bien sûr, mais le film a tellement axé sa campagne marketing sur le fait qu'il y avait des cascades en réel, que les gens sont persuadés qu'il n'y a aucun effet spécial dedans. Et c'est surtout que tout fonctionne très bien ensemble. Les métiers un peu de production designer, là où tu t'embêtes à faire imbriquer les effets spéciaux avec les vrais décors, avoir le bon accessoire qui va bien réfléchir et comment éclairer aussi les choses de manière à ce que tout soit très cohérent. On cherche un film, je dirais, de romance de 2001. Descendu de son cheval cabré, Ethan court au milieu des affichages lumineux. Pro tip. J'ai envie de dire Vanilla Sky. C'est parfaitement ça. C'est quand il est dans Times Square tout seul. Ouais. J'ai lu que c'est ce qui avait coûté le plus cher. C'est la prod en fait qui a ultra galéré pour mettre tous les gens dans les coins, et Cheval Cabré c'était pour la Ferrari du coup. 2001. On cherche un film de guerre. Touché coulé sur Batman. Coup de pouce. Touché coulé sur Batman. Je peux te donner l'indice ? Ouais. Non, ça va pas t'aider, c'est nul comme indice. Il y a un acteur de Batman dedans ? Ouais. C'est pas Clooney ? Non. C'est pas Val Kilmer ? Non. Christian Bale ? Non. C'est Michael Keaton ? Non. C'est Adam West ? Non. Pattinson ? Non. C'est Ben Affleck. C'est Pearl Harbor. Putain de merde. Je les ai tous faits avant là. Ok. Le plan de suivi de la bombe vraiment à la caméra qui colle au cul. On est à la limite des effets un peu mal faits en vrai. Hein. Il y a ce bateau qui s'explose, c'est super beau à voir, hein, mais c'est vrai que là quand on le revoit maintenant avec 20 ans dans la tronche, on se dit oui là il y a full effets spéciaux quand même, et quand tu dois gérer du feu, des explosions, des machins, c'est très très compliqué. Ça c'est un money shot de ouf.
Du coup, un money shot pour toi, aujourd'hui, c'est quoi? Comment faire un money shot? Je crois qu'on peut plus vraiment, ça n'existe plus parce que Matrix c'est pas un money shot non plus, c'en était plusieurs. Et c'est ce que font tous les films là qui sortent, Marvel et compagnie. La seule façon de le faire, c'est finalement avoir une nouvelle technologie. Qu'a fait Avatar à l'époque, faire bien bouger des cheveux, c'est déjà arrivé, faire de l'eau, on l'a vu dans Nemo. Un truc qui marche encore pas mal sur le public, c'est le plan séquence. Quand il est blindé d'effets spéciaux avec comme même tu si dis, se banalise pas mal aujourd'hui, quoi. Mais ça reste quand même une prouesse, tu vois, je pense à La La Land, tu vois, ça a bien se matcher les gens au début du film d'avoir tout ça. Et c'est pour ça que je pense que la question de l'huile de coude, aujourd'hui, se pose plus que jamais, parce qu'après tout ce temps, tu regardes un film de Jackie Chan, tu dis, putain, il s'est vraiment pété la jambe, là. C'est ça ton money shot. La boucle s'est bouclée, on revient à un truc très humain. La chorégraphie, quoi. La chorégraphie, les gens, ce que ça dit, quelle est l'émotion. Dans le dernier Thor, tous les plans de bataille, de trucs de machin, personne n'a rien à carrer, je pense. Par contre, le plan de Chris Hemsworth à poil, ça c'est le money shot de la bande-annonce. Comme tout dépend du regard du spectateur, il faudrait genre sur un film, en plus du money shot, un label qualité. Garantie, sans coupe numérique. Où est la source d'excitation? Pourquoi je devrais m'exciter pour ça? Puisqu'aujourd'hui, tout est faisable. Il y a un truc un peu con, mais c'est vraiment aussi savoir que les gens ont galéré. Quand je vois par exemple La Soif du Mal d'Orson Welles, il y a un plan séquence au début aussi qui est complètement dément, qui passe de partout. Ouais. La caméra tremble et tu sens qu'elle est pendue et tout ça. J'ai une goutte de sueur, pas juste à cause de la chaleur, mais à cause du cadreur, je sens qu'il galère. Il y a un truc très humain de putain, ils ont transpiré pour faire ça. C'est aussi le jeu d'acteur. Qu'est-ce que c'est avoir une pièce, deux personnes et un échange qui est tellement fou que ça t'emmène ailleurs, quoi. C'est quoi ce film là où il y a Adam Driver qui s'engueule avec Scarlett Johansson? Marriage Story. Ouais. On revient à la performance la plus brutale. Peut-être que c'est ça en fait les money shots d'aujourd'hui, c'est essayer de retrouver quelque chose de très organique, le plus organique possible. Il y a le money shot qui devient le money shot malgré lui. Si tu vois Django Unchained, il y a une scène où DiCaprio pète un plomb, il tape sur la table, en fait il s'est vraiment coupé la main, il a du sang, il continue à jouer. Ça, tu vois le film, tu fais oui, bon, c'était prévu, c'était un effet, machin. Maintenant que la connaissance s'est répandue, que c'était vraiment coupé la main et tout ça, un des money shots du film c'est devenu ça. Et le désir continue à se propager. Donc il y a en fait les money shots choisis par le public et ceux choisis par les cinéastes. Comme Sharon Stone dans Basic Instinct. Bon, celui-là, je pense qu'il était un petit peu conçu comme un money shot. Pas par tout le monde, apparemment. 1959, film plutôt historique aventure, la tragédie des jockeys de la mort avec du sable. Coup d'index. Tragédie des jockeys de la mort avec du sable. Et franchement, j'ai un indice et je pense que ça va te perdre. Hein. Mulhouse. C'est quoi les jockeys de la mort? Les gens qui montent à cheval? Ouais. Ben-Hur! Oh la vache! Mais ça va, moi mec, je serais à ta place, je serais nul. Ouais. Du coup, c'est toute la séquence de la course. C'est ça. Il y a la séquence où le mec, vraiment, son char bute sur la pierre là, et le cascadeur est tombé vraiment la gueule sur son char. Tu sais pourquoi l'indice c'est Mulhouse? Parce que le réalisateur de Ben-Hur, il est né à Mulhouse. Wyler? Ouais, Wyler. Étonnant. Et ça reste le film le plus oscarisé, avec 11 Oscars, je crois. À égalité avec Le Seigneur des Anneaux. Et Titanic, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. 2003, film de science-fiction. Opus rechargé sur une Ducati lancée à grande vitesse. Coup de main. La matrice rechargée, la scène de l'autoroute. Ouais, exact. Ouais. Et je me souviens d'un plan où la caméra passe vraiment tellement dans la bagnole que t'as l'impression d'un jeu vidéo. C'est un des moments les plus épiques parce que c'est en mouvement et ça a coûté une thune phénoménale. Y a pas toute une partie de l'autoroute qu'ils ont vraiment juste. T'imagines construire une autoroute déjà ce que ça coûte à la normale, alors là pour faire un film. Tous ces gars qui prennent leur iPhone et qui essayent de faire des trucs fous avec la bricole et ça génère du like et des vues, c'est souvent parce que c'est incroyable en fait. Cette mythologie du c'est fait à la kick. Exactement. C'est pour ça que par exemple dans les scènes de baston qu'on voit par exemple pour les Marvel et tout ça, quand tu vois les Trevis, ils font vraiment toute la scène dans leur gymnase filmée avec une caméra DV à la con. 9 fois sur 10 les scènes, les Trevis sont vraiment bien meilleures que le résultat final qui est beaucoup plus lissé, qui est dans une charte graphique, qui est vraiment avec un type d'étalonnage bien particulier. Parce que d'un seul coup t'es dans le réel, parce que ça vit. Moi par exemple je suis un fan de Zach King, tu vois, c'est américain là qui refait tous des trucs. D'ailleurs il poste pas mal de vidéos où il montre comment il fait ses trucs et astuces. Et on est vraiment dans un Michel Gondry 2.0 quoi en fait. Lui c'est vraiment une base solide. Par contre le nombre de stories que je me mate en défilant Insta, où franchement je sais qu'on est vraiment littéralement en train de me prendre du cerveau disponible et on me raconte rien et c'est nul. Mais je suis scotché. Le mec il a mis son téléphone à l'envers, il est venu dans une bouteille, il a fait 3 conneries. Je peux pas m'empêcher, tu vois. J'ai l'impression que c'est complètement générationnel. Parce que tout le monde est devenu réalisateur en fait. Tout le monde s'interroge sur comment c'est fait. 1991. On cherche un film d'animation. Une tasse fredonne un slow monstrueux. Assistance. La
Belle et la Bête. Oui, bah oui. Simple comme bonjour. Le moment où on voit la Belle danser avec la Bête et que ça tourne autour. Il y avait un peu cette sensation mytho 3D. La mytho 3D. J'aime bien ce concept. Conceptualisé en mytho 3D. Je suis pas dessinateur, mais toutes les perspectives bougent, plus t'as des personnages. Avoir bien la sensation que tes personnages ont bien les pieds sur le sol qui bouge, c'est un sacré bazar à faire. 2007, on cherche un film de SF, post-apo. Alors que la mer engloutit les ponts, deux machines à hélice se rencontrent. Voici pour vous. Ces hélices se rencontrent. Et l'indice, c'est My Wife's Name. Colombo. Non, pas du tout. C'est un mec qui a hurlé ça dans une salle de cérémonie. Will Smith. Ouais, Je suis une légende. ouais, quand il quitte Brooklyn. Il y a les deux hélicoptères putain, qui mais se oui. crachent. Et c'est ça qui... Ah d'accord, mais j'étais sur des hélices de bateau comme un con. Bien sûr. Et cela dit, je mets au défi quiconque de se souvenir de ce plan s'il connaît pas par cœur le film. Quoi. Bah il était oui. dans la bande-annonce. Ouais, en vrai, il était dedans. Le making-of, c'est devenu aussi une arme pour le cinéma, pour les œuvres en général. Regardez comment c'est fait chier le cul. Venez voir ce qu'on a fait. Il y a des très très grands films qui sortent. Au moment de la bande-annonce, on a des petits bouts de qu'est-ce qui s'est passé, des photos de tournage aussi. Ça rejoint ce qu'on disait sur le label qualité. Donner aux gens une raison de s'exciter. 1917, il y a certaines scènes qui ont été tournées de manière ultra immersive sur le moment. Il y a toute une démarche derrière. Quand tu la connais, tu regardes le film, tu fais ah, ok. Si tu le regardes sous cet angle, effectivement, notamment la scène qu'on voit dans la bande-annonce où le gars court au milieu du champ de bataille, il y a les bombes qui explosent. De plus en plus de gens sont confrontés aux images des coulisses, des making-of qui étaient généralement réservés aux passionnés jusque-là. Et là, par petite dose, il y a cette espèce d'immersion dans une réalité du cinéma par rapport à laquelle on perd de plus en plus prise. Et du coup, ça a ce rôle de te dire, tiens, voilà pourquoi tu dois t'exciter. Presque le commun des mortels, c'est dire, bah tiens, ça c'est une caméra, ça c'est un micro, et ça c'est de la lumière. 15-20 ans en arrière, c'était un gros bazar avec plein de câbles et on ne sait pas expliquer vraiment ce qui se passe. Il y a aussi ce désir de dire à quoi sert tout ce bazar et à quoi ressemble vraiment le plan. Avoir cette démarche de compréhension qu'on n'avait pas avant, où on se disait juste, bon bah c'est un tournage de film, on cherche pas plus loin quoi. Un très gros exemple de ça, c'est Mission Impossible aujourd'hui, où Tom Cruise est un des derniers dépositaires aussi de ça. Le dernier Mission Impossible. Mission Impossible Mavericks. Dead Reckoning. C'est une mauvaise blague. Ah, c'est drôle. Merci. Je viens de comprendre. Mauvaise blague. Au moment du tournage du film sur les réseaux, qu'est-ce qui circule, propagé par la production? C'est une scène de backstage où Tom Cruise saute à moto d'une falaise et fait un saut en parachute. Parce que sinon, tu vois la bande-annonce, tu vois ça, tu fais, bah oui, enfin... un cascadeur saute à parachute, ou alors c'est juste une doubleur numérique, j'en sais rien, pourquoi je m'exciterais. Mais maintenant que tu sais que Tom Cruise lui-même a fait ça, en fait il y a tout un travail de préparation psychologique en amont. On répond à la question qu'on se posait tout à l'heure, comment faire des money shots aujourd'hui? On prend un acteur, on le jette dans le vide, Voilà, c'est ça. et on communique en Avec amont une là-dessus. moto et tout. On fait en sorte que l'acteur, le protagoniste principal du film, soit finalement l'outil le plus performant et ouf du truc, et du coup on y va presque pour ça. On revient à ce qu'on disait un peu à l'essentiel, l'acteur va faire ses propres cascades. Jackie Chan est un money shot ambulant. Tu regardes ça il y a 50 ans, tu regardes ça dans 50 ans, n'importe quelle scène de Jackie Chan, tu la mets dans une bande-annonce. Je veux voir ça, parce qu'il y a un truc qui revient à la source absolue de ce qu'est un money shot, en équilibre entre l'extraordinaire et le normal. Et d'ailleurs, il y a des films les plus vieux de Jackie Chan où il y a du making-of, où il montre le moment où il se blesse. C'est la grande tradition des films de Jackie Chan, à la fin t'as le bêtisier. Aller dans un vidéoclub et choisir son film, parfois c'était aussi pour avoir accès aux bonus, aux fameux bonus. Moi je me souviens que je matais absolument tout quoi. Dans Matrix, ça a été un coup de pouce de vente des DVD aussi derrière, ou aller faire de la loc, parce qu'on veut savoir comment ça a été tourné absolument. Le making-of qui est le plus compté pour toi, c'était quoi? Celui que j'ai regardé quand même 2 fois, c'est fucking Kassovitz, mais ça c'est pour l'expérience du réalisateur. Bon ben voilà, moi j'adore les documentaires animaliers, toute la série Planet Earth sur Netflix, il y a tout un épisode consacré au making of. On est plus sur un documentaire, mais c'est complètement fou de voir ça. Un autre truc, c'est le making of de Game of Thrones. Game of Thrones. Le jeu des troncs. Le jeu des troncs, ce making of là. Mais les gens comme ils en chient. Là, on était au cœur des discussions entre les gens dans un même département, qui sont en stress intense. On ressent littéralement le mec qui dort pas, qui n'en peut plus. Généralement, la production va un peu mettre ça sous le tapis. C'est aussi pour ça que les gens, ils bossent 5 mois non-stop. Après, ils ont besoin de 6 mois de vacances, l'intermittence. Mais ils ont fait un truc un peu analogue à celui du dernier Harry Potter. C'est pas du tout un truc promotionnel. Le quotidien d'une production de cinéma, ça met à égalité les têtes d'affiche, le technicien qui fait juste passer les gens à la sécurité, ou... Ils ont bien réussi le making-of à défaut d'avoir réussi la fin. On cherche un film de science-fiction de 1993. Beaucoup de films de science-fiction au final, parce qu'il faut faire des images incroyables aussi, la science-fiction. Yippee-ki-yay vers les astéroïdes. Ça me fait plaisir.
Armageddon. Le plan absolu de ce film, c'est juste Ben Affleck et Bruce Willis qui avancent au ralenti. Comme Une bonne année de Ridley Scott, le money shot, c'est de mettre Didier Bourdon et Russell Crowe ensemble. Didier Bourdon et Russell Crowe? Ah ouais, non, j'ai pas vu ce film. Pas grand monde ne l'a vu, je pense. Le money shot a échoué. Franchement, mec, j'aurais pu y croire. Non mais ça existe. Tourné en Vaucluse par Ridley Scott sur du vin, Ah ok. un vignoble. Et... Est-ce qu'on le regarderait pas ensemble? C'est encore de la SF et c'est de 2008. Quand Paul Lefebvre tourne au gasoil, Thierry explose. Pour ceux qui veulent jouer en mode piece of cake. C'est qui Paul Lefebvre? Gasoil. Diesel? Vin Diesel? Fast and Furious? Non. On en a parlé là tout à l'heure. D'un fameux making-of que j'ai regardé. Ah putain, Babylon AD? Ouais. Je te donne beaucoup trop d'indications, mais c'est pas grave. Thierry, c'était- Mélanie Thierry! Et Paul, Oh la vache, putain! et Paul Lefebvre, c'est le bureau des légendes. C'est le plan de fin en fait où justement Mélanie Thierry explose. Merci pour le spoil. C'est un peu dégueu. Hein. Quoi, tu l'as pas vu? Non? Mais si, tu l'as vu. Ça fait des années que je me retiens de le voir. Dans le money shot, je sais pas si elle explose vraiment. Voilà. Je ne t'ai pas vraiment spoilé, c'est vrai. J'essaie pas de te rattraper. On sait qu'il y a des flammes un peu autour. Un dernier gratuit que j'ai rajouté. Descente vertigineuse dans un dédale de voitures, de pizzas et de boissons énergisantes. Le cinquième élément. Je sais pas si tu connais, il y a une chaîne qui a fait une super vidéo là-dessus. Jamais entendu parler. Je sais juste qu'ils font des quiz. Mais avant ça, un petit quiz. Je conclurai par Big Boom, Badaboom. Sacré personnage. Bon François, merci, c'était incroyable. Non, merci à toi. On se rend bien compte qu'on n'est pas tellement d'accord sur cette histoire de money shot. C'est ça. On sait pas vraiment ce que ça veut dire. Bah, c'est plein de réalités différentes et en plus qui évoluent au fil du temps. Donc c'est le bordel. Comme le monde en fait. Superbe conclusion ça. Le monde est un bordel. C'est ça. Voilà. Tout plaisir est pour moi. À bientôt. Ciao. Café. Olé. J'espère que comme une bonne vieille tondeuse, à force de tirer comme ça, on a tous redémarré ensemble bien comme il faut, ou une tronçonneuse, ou... Enfin voilà, vous avez compris la métaphore. Donc il y a vraiment deux vidéos qui marchent parfaitement avec le sujet qui a été abordé ici, c'est le cinéma c'était mieux avant. Ces deux vidéos qui sont sur la chaîne de France 3, de François Terrel, donc avec la séance de Marty. Les mecs, ils ont vraiment taillé leurs phrases pour qu'on comprenne parfaitement, c'est ultra bien illustré, c'est un travail d'orfèvre. Moi qui bricole énormément de vidéos, je peux vous dire que là, les gars, ils sont allés à un step-up de malade. Allez voir, c'est une claque. Partagez évidemment cette vidéo si vous l'avez aimée, ça fait naviguer les ondes de Slexno au-delà du vent, et c'est ça qui est magnifique, vous le savez très bien. Merci encore à Displate, et donc la prochaine vidéo, ce sera enfin le making-of de l'épisode sur les animaux, du Ragondin de Colombie, c'était un joyeux bordel, à base de casting de rongeurs, de vol de cailloux devant un jardiland ou de jogging forcé sur les cochons d'Inde. Bisous, et merci encore d'être là. Ok. Est-ce que c'est pas la fête? Est-ce que j'ai pas l'air d'être un mariage nul dans un coin en train de faire de la musique nulle pour des gens qui s'en fichent? La danse des canards. Ah mais non, je n'ai pas les droits. Eh ben non.